Imaginez une fillette de 7 ans jouant dans les ruelles tranquilles de son village. Le soleil éclaire encore les pierres, et les voix familières de la famille et des voisins emplissent l'air. Puis, soudain, un bruit sourd de sabots et de cris déchire cette quiétude. Des hommes armés surgissent, non pas pour prendre l'or ou les récoltes, mais pour enlever des enfants. La petite fille est arrachée à son foyer, sans retour possible. Ce tableau n'est pas une invention, mais une réalité qui a marqué des siècles d'histoire sous l'Empire ottoman. Cet empire, qui a dominé 3 continents durant plus de 600 ans, est souvent associé à des images de grandeur, de somptueuses mosquées, des sultans puissants et des campagnes militaires victorieuses. Pourtant, derrière la façade dorée de ses palais et derrière l'éclat de son architecture, se cachait une mécanique d'exploitation si méthodique qu'elle a laissé les observateurs contemporains stupéfaits. Les récits qui nous sont parvenus ne parlent pas seulement de guerre et de conquête, mais aussi d'un système institutionnalisé où des êtres humains, et plus particulièrement des femmes et des enfants, étaient transformés en marchandises. Les archives ottomanes, les témoignages de diplomates étrangers, les écrits de voyageurs et même des preuves archéologiques convergent pour montrer à quel point ce processus était organisé et légitimé. Il ne s'agissait pas de pratiques isolées ou d'excès marginaux, mais de véritables piliers du fonctionnement de l'Empire. Les femmes et les filles constituaient le cœur de ce commerce, réduites à des objets destinés à satisfaire des besoins domestiques ou sexuels, avec une précision administrative qui rappelle les rouages des grandes corporations modernes. Dans la capitale Constantinople, véritable centre névralgique de l'Empire, on estime qu'entre le XVIe et le XVIIe siècle, une partie importante de la population était composée d'esclaves. Et ce qui frappe, c'est que la majorité d'entre eux étaient des femmes et des jeunes filles. La possession de ces esclaves féminines n'était pas limitée aux plus riches. Chaque foyer d'importance en possédait, et même des familles plus modestes en avaient parfois 1 ou 2. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un commerce discret ou caché, mais d'une institution acceptée, intégrée à la vie quotidienne. L'Empire ottoman alla jusqu'à instaurer des marchés spécialisés. Le plus célèbre, à Istanbul, était connu sous le nom de marché aux esclaves féminins, actif du milieu du XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Pensez à cette continuité. Ce marché fonctionnait encore à l'époque où l'Europe connaissait ses grandes révolutions industrielles, et alors que l'Amérique traversait sa guerre de sécession. Tandis que certains parlaient de progrès et de civilisation, l'État ottoman encadrait, réglementait et taxait la vente de femmes et d'enfants. Des registres officiels détaillaient les origines, les prix et même les classifications raciales qui déterminaient la valeur marchande d'une esclave. À ce point de notre récit, permettez-moi une petite parenthèse. Si vous trouvez important que ces pages méconnues de l'histoire soient révélées et partagées, je vous invite, chers auditeurs, à vous abonner à notre chaîne Historien Silencieux, à laisser un commentaire et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous aide à poursuivre ce travail de mémoire et à donner voix à ces histoires trop longtemps oubliées. Revenons à la réalité crue de ce commerce. Les méthodes d'acquisition montrent bien qu'il s'agissait d'un système planifié à grande échelle. Les femmes et les jeunes filles étaient capturées lors de campagnes militaires pensées non seulement pour conquérir des territoires, mais aussi pour approvisionner en êtres humains les marchés de l'Empire. Les régions les plus ciblées étaient le Caucase, l'Europe orientale et centrale, les Balkans, mais aussi l'Afrique du Nord et subsaharienne. Les récits de voyageurs décrivent des villages entiers vidés de leurs habitantes, les enfants séparés de leurs mères et des familles brisées à jamais. Lors de grandes conquêtes, un schéma se répétait inlassablement. L'exemple de la chute de Constantinople en 1453 est frappant.
Des témoignages rapportent que dans la basilique Sainte-Sophie même, hommes et femmes furent violés avant d'être réduits en esclavage. Les couvents furent systématiquement pris pour cible. Les religieuses étaient traînées jusqu'aux navires ottomans, violées, puis vendues aux enchères dans différentes villes de l'Empire. La violence sexuelle servait à la fois de châtiment, de terreur psychologique et de prélude à la mise en vente. Cette brutalité poussait certaines femmes au désespoir ultime. Beaucoup préféraient se donner la mort plutôt que de subir l'esclavage. Des chroniques racontent des jeunes filles se jetant dans des puits, ou des mères étouffant leurs enfants pour leur éviter un sort pire que la mort. Mais la plupart n'avaient pas ce choix. Elles étaient capturées, enchaînées, transportées sur de longues distances et finalement livrées à la mécanique du marché. Le système allait jusqu'à instaurer des hiérarchies raciales précises. Officiellement, le discours ottoman proclamait qu'aucune distinction n'existait entre esclaves. Dans les faits, la couleur de peau et l'origine déterminaient tout. Les femmes blanches étaient considérées comme les plus précieuses, atteignant les prix les plus élevés, suivies des femmes originaires d'Éthiopie, puis des Africaines noires, souvent reléguées au bas de l'échelle. Cette classification influençait directement leur traitement, leurs conditions de vie et leur affectation. Les chiffres sont glaçants. Une jeune esclave noire pouvait être vendue pour l'équivalent de quelques milliers de kourous, tandis qu'une esclave blanche destinée à devenir concubine pouvait atteindre des sommes astronomiques, parfois supérieures à 80 000 kourous. Dans certains cas documentés, des transactions atteignaient des montants comparables aux fortunes de grands marchands. Ces prix n'étaient pas arbitraires. Ils reflétaient un calcul de marché, tenant compte de l'âge, de l'apparence et de l'usage prévu. Les marchands eux-mêmes formaient une corporation hiérarchisée. Ceux qui se spécialisaient dans la vente d'esclaves blanches bénéficiaient d'un prestige particulier et appartenaient à des guildes marchandes influentes. Les plus prospères tenaient leur propre registre détaillé, listant chaque femme comme on l'aurait fait pour du bétail ou des biens de luxe. L'Empire, en retour, tirait un revenu considérable de cette taxation systématique. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas à l'acte de vente. Le statut juridique d'une esclave féminine faisait d'elle une propriété sexuelle. Le droit islamique, tel qu'interprété par les autorités de l'Empire, permettait explicitement à un homme d'avoir des relations avec les esclaves qu'il possédait. Ces femmes vivaient ainsi dans un vide légal où aucune protection n'existait. Elles pouvaient être transformées en servantes, en concubines ou prostituées au gré des désirs de leurs propriétaires. Leurs enfants, s'ils étaient reconnus par l'homme, étaient considérés comme légitimes, ce qui encourageait encore davantage la reproduction forcée. Cette réalité, organisée avec une froideur bureaucratique, ne peut être comprise que comme un système mûrement réfléchi de domination et de profit. Derrière les murs des harems, que l'on imagine encore parfois comme des lieux de luxe et de raffinement, se cachait une prison d'un genre particulier. Des centaines de femmes y vivaient, non pour jouir de richesses, mais pour être préparées, formées et utilisées comme instruments au service de la puissance impériale. Derrière les portes massives des harems impériaux, là où les tapis de soie et les mosaïques précieuses donnaient une illusion de raffinement, se trouvait en réalité une prison soigneusement organisée. L'image romantique de concubines raffinées et comblées est une invention tardive, qui masque des existences faites de privation, de surveillance et d'asservissement. L'harem n'était pas seulement un lieu de plaisir, c'était une institution conçue pour enfermer et contrôler des centaines de femmes, parfois plus d'un millier dans le cas du palais de Topkapi au XVIe et au XVIIe siècle. La plupart de ces femmes ne voyaient jamais le sultan. Elles n'étaient pas des favorites choyées, mais une main-d'œuvre captive destinée à faire tourner l'immense machine domestique et à satisfaire, selon les besoins, les appétits sexuels des maîtres. Leur vie se déroulait dans des pièces étroites,
insalubres, dépourvus de confort. Les odeurs de sueur et d'humidité se mêlaient à la poussière, car ces espaces n'étaient pas conçus pour le bien-être, mais pour briser la volonté de celles qui y étaient enfermées. Les sorties étaient interdites, le contact avec le monde extérieur inexistant. Ainsi, les harems fonctionnaient comme des forteresses d'isolement où les femmes perdaient toute attache avec leur passé, leur famille et leur identité. Dès leur arrivée, ces jeunes captives, parfois âgées de 6 ou 7 ans, subissaient une transformation radicale. Elles perdaient leur nom d'origine, recevaient un nouveau prénom, souvent choisi pour flatter les goûts des maîtres, et devaient adopter la religion et les coutumes imposées. Ce processus visait à effacer toute trace de leur vie antérieure. Les plus belles étaient sélectionnées pour une formation particulière. On leur enseignait la danse, la musique, la poésie, et des techniques décrites dans les sources comme arts érotiques. En réalité, il s'agissait d'un conditionnement méthodique destiné à les préparer à l'exploitation sexuelle. Ces leçons étaient imposées par des esclaves plus âgées qui, elles-mêmes, avaient survécu à ce parcours, reproduisant ainsi le cycle de domination et de complicité forcée. L'organisation interne du harem reposait sur une hiérarchie sévère. Les nouvelles arrivantes, désignées comme novices, devaient obéir aux femmes plus anciennes. Certaines parvenaient, après des années de service et de soumission, à obtenir des positions d'autorité, surveillant et formant à leur tour les plus jeunes. Mais cette ascension n'offrait aucune véritable liberté. Même les plus influentes restaient prisonnières, dépendantes de la faveur masculine et exposées à la disgrâce. La compétition entre femmes était entretenue délibérément par le système. On les plaçait en rivalité constante, les incitant à se surpasser pour attirer l'attention d'un maître qui pouvait améliorer ou détruire leur sort en un instant. Cette rivalité annihilait la solidarité possible entre captives. Celles qui auraient pu se soutenir étaient transformées en rivales, chacune espérant un signe, un regard, une préférence susceptible de changer son destin. Les humiliations publiques, les spectacles de danse imposés, les concours de beauté déguisés en divertissement accentuaient cette atmosphère de tension permanente. Le plus terrible était la manière dont ce système dénaturait les relations humaines les plus fondamentales. Les amitiés, les affections, l'instinct de protection mutuelle étaient systématiquement brisés. Il n'était pas rare qu'une femme soit contrainte d'assister à l'exploitation sexuelle de sa compagne, voire d'y participer sous la contrainte. Le traumatisme psychologique engendré par ces pratiques était immense, laissant des cicatrices invisibles mais indélébiles. Celles qui échouaient à plaire ou qui vieillissaient connaissaient un destin cruel. Certaines étaient revendues à des bordels, d'autres abandonnées à la misère, et quelques-unes tout simplement exécutées. L'Empire n'offrait aucune protection ni avenir à celles dont la jeunesse et la beauté s'étaient fanées. Elles n'étaient que des marchandises périssables, remplacées sans remords par de nouvelles victimes venues des campagnes de capture. La différence de traitement entre les femmes libres et les esclaves illustre la logique cynique de ce système. Une femme musulmane libre qui subissait une agression sexuelle pouvait, en théorie, chercher réparation devant les tribunaux. Mais les esclaves n'avaient aucune existence légale en dehors de la propriété de leur maître. Leurs souffrances, leurs blessures, leurs cris restaient sans voix aux yeux de la loi. Cette dichotomie ne résultait pas d'un oubli, mais d'une construction volontaire, destinée à rappeler sans cesse la supériorité des libres et la totale vulnérabilité des captives. Les autorités religieuses apportèrent de leur caution à ce dispositif. Des juristes et théologiens rédigèrent des traités expliquant que l'usage sexuel des esclaves servait un dessein divin. Certains allaient jusqu'à affirmer qu'enlever des femmes infidèles constituait un devoir religieux et que leur exploitation représentait une récompense pour les croyants. Par ces justifications,
l'horreur se voyait travestie en vertu. Les marchés d'esclaves étaient bénis, les violences sanctifiées, et une morale parallèle s'installait, où l'asservissement devenait une forme de piété. L'organisation du commerce reflétait la rigueur d'une véritable industrie. Les marchands tenaient des catalogues détaillant l'âge, l'apparence, l'expérience sexuelle et même des compétences particulières des femmes qu'ils vendaient. Ils proposaient des garanties sur la virginité ou la fertilité, comme on l'aurait fait pour des chevaux ou des objets de luxe. Des politiques de retour existaient, permettant à un acheteur insatisfait de se faire rembourser ou d'échanger sa marchandise. Ces pratiques révèlent l'extrême déshumanisation à l'œuvre. Les routes de ce commerce couvraient un vaste espace. Des navires spécialement aménagés transportaient les captives à travers la Méditerranée et la mer Noire. Des caravanes parcouraient les Balkans et le Caucase, reliant les villages pillés aux marchés ottomans. Ce réseau logistique, financé et contrôlé par l'État, transformait des milliers de kilomètres en couloirs de souffrance où les chaînes et les cris rythmaient de la marche. Les registres de l'époque décrivent des files de captives enchaînées, parcourant des centaines de kilomètres à pied. Celles qui tombaient d'épuisement étaient abandonnées. Les femmes enceintes qui accouchaient durant le trajet voyaient leur nouveau-né supprimé immédiatement, leur vie sacrifiée pour ne pas ralentir la progression. La cruauté n'était pas un accident, mais une logique systématique visant à maximiser l'efficacité du transport humain. Le conditionnement psychologique commençait dès le voyage. Les familles étaient séparées, les langues maternelles interdites, les larmes punies. Tout était fait pour briser la volonté et préparer les femmes à accepter leur sort. Lorsqu'elles arrivaient sur les marchés, elles étaient déjà réduites à l'état de spectre, privées de repères, prêtes à être présentées comme des marchandises dociles. Dans les bazars, la mise en scène atteignait une violence inouïe. Les femmes étaient dénudées, inspectées sous toutes les coutures, leurs corps palpés, leurs dents examinées, leurs organes intimes vérifiés par des experts chargés de certifier leur virginité. Des acheteurs discutaient de leur qualité, comme on aurait évalué un cheval ou un bijou. La dignité humaine était ainsi piétinée publiquement, avec l'approbation tacite des autorités qui percevaient leur part de taxes. Cette économie générait d'importants revenus pour l'Empire. Chaque transaction donnait lieu à des prélèvements fiscaux, chaque transfert de propriété était enregistré dans les registres officiels. Les esclaves figuraient dans les inventaires familiaux au même titre que les meubles ou le bétail. Cette bureaucratisation achevait de nier leur humanité, les enfermant dans le langage froid des documents administratifs. Derrière la splendeur des palais et la puissance des armées, c'était cette machine d'asservissement qui battait le cœur de l'Empire ottoman. Pendant des siècles, des générations de femmes et de filles furent tapées par ce système, leur vie consumée dans l'ombre de l'histoire officielle. L'expansion de l'Empire ottoman fut alimentée en partie par cette soif constante de nouvelles captives. Les campagnes militaires n'étaient pas seulement conçues pour agrandir les frontières, mais aussi pour fournir un flot régulier de femmes et de filles aux marchés esclavagistes. Les commandants planifiaient leurs offensives en tenant compte du rendement humain qu'ils pouvaient espérer, intégrant ainsi la capture de personnes dans leur stratégie militaire. Parmi les acteurs de cette mécanique, les Tatars de Crimée jouèrent un rôle central. Chaque année, ils organisaient des raids dans les territoires polonais, russes et ukrainiens. Ces expéditions étaient surnommées « la moisson » car elles coïncidaient avec les périodes agricoles où les hommes se trouvaient aux champs, laissant villages et familles vulnérables. Les assaillants surgissaient avant l'aube, encerclaient les habitations et capturaient méthodiquement femmes et enfants. Les prisonniers étaient triés immédiatement selon leur âge, leur apparence et leur valeur potentielle. Les jeunes filles âgées de 10 à 15 ans étaient les plus recherchées,
car elles pouvaient être formées, dès l'enfance, à accepter leurs conditions. Les femmes dans la vingtaine étaient prisées pour leur capacité reproductive et leur usage sexuel immédiat. Quant à celles de plus de 30 ans, elles étaient destinées aux tâches domestiques les plus rudes, souvent jusqu'à l'épuisement, ou vendues dans des maisons closes où leur espérance de vie se réduisait à quelques mois. La marche vers les marchés constituait déjà une épreuve mortelle. Les captives, enchaînées en longues files appelées koflez, devaient parcourir des centaines de kilomètres à travers des territoires hostiles. Celles qui tombaient de fatigue étaient abandonnées, livrées aux bêtes et aux intempéries. Celles qui résistaient étaient battues, parfois traînées inconscientes par leurs compagnes. Les femmes assez et les femmes enceintes qui accouchaient en chemin perdaient leur enfant aussitôt, tués sur place, afin de ne pas ralentir la progression. Ces horreurs s'ajoutaient aux poids des chaînes qui leur entaillaient la peau, infectaient leurs plaies et transformaient chaque pas en supplice. Le processus de déshumanisation commençait dès cette marche. Les mères étaient séparées de leurs filles, les sœurs dispersées, les langues natales interdites. Les larmes et les cris étaient punis sévèrement. À force de violence et de privation, les captives entraient dans un état de sidération qui les rendait plus faciles à manipuler. Ainsi, lorsqu'elles arrivaient aux marchés ottomans, elles semblaient déjà soumises, réduites à l'état d'ombre prêtes à être exposées comme du bétail. Les marchés eux-mêmes ressemblaient à de véritables théâtres de l'humiliation. Les femmes étaient dénudées, palpées, inspectées sous toutes leurs coutures. Les acheteurs vérifiaient leurs dents, leurs cheveux, la fermeté de leur chair, comme on l'aurait fait pour du bétail. Des examens intimes étaient pratiqués publiquement afin de certifier la virginité, élément essentiel pour justifier des prix plus élevés. Les transactions se faisaient au vu et au su de tous, les enchères montant au rythme des commentaires sur la beauté, la docilité ou la fertilité des malheureuses. L'État ottoman tirait de ces scènes un bénéfice direct. Chaque étape était taxée. La mise en vente, le transport, l'inspection, le transfert de propriété. Des registres méticuleux consignaient l'origine de chaque femme, le prix payé, le nom du nouveau propriétaire. Les archives qui subsistent aujourd'hui révèlent cette bureaucratie glaçante qui transformait des vies en colonnes de chiffres et en lignes d'écriture administrative. Après l'achat, la réduction en esclavage se poursuivait avec une logique comptable. Le nouveau maître recevait un document officiel répertoriant ses acquisitions humaines, au même titre que ses meubles, ses animaux ou ses terres. Le certificat détaillait l'âge, l'apparence, les compétences et l'usage prévu. La femme devenait ainsi un élément d'inventaire, privée de toute existence propre. L'exploitation sexuelle constituait l'un des aspects les plus terrifiants de ce système. La loi autorisait explicitement un homme à avoir des relations avec les esclaves qu'il possédait, sans qu'aucune sanction ne puisse l'atteindre. Les femmes étaient donc placées dans une situation où leur corps devenait une propriété, un objet utilisable à volonté. Leurs enfants pouvaient être reconnus par le maître, ce qui, paradoxalement, légitimait les viols répétés et encourageait la reproduction forcée. Dans certains cas, les enfants devenaient libres, mais cela ne changeait rien au sort de leur mère, contrainte de continuer à servir. Les témoignages évoquent aussi la vente temporaire d'esclaves pour des usages sexuels, véritable location de corps humains. Certaines femmes étaient transformées en prostituées sur ordre de leurs propriétaires. D'autres, jugées défectueuses ou simplement vieillissantes, étaient revendues à bas prix ou éliminées pour faire place à de nouvelles arrivantes. Le caractère jetable de ces vies rappelle à quel point la logique marchande avait effacé toute considération humaine. À l'intérieur des harems, la vie quotidienne se résumait à une succession d'angoisses et d'attentes. Les femmes vivaient dans une tension constante, contraintes de se préparer en permanence à être choisies. Elles devaient entretenir leur apparence, répéter des chants et des danses,
maîtriser des gestes imposés, tout en sachant que la plupart ne seraient jamais distingués. Cette attente interminable minait l'esprit, créant un climat de rivalité, de jalousie et de peur. Les rares femmes qui parvenaient à accéder aux faveurs d'un maître pouvaient espérer une amélioration de leurs conditions matérielles. Mais cette promotion restait fragile. La disgrâce pouvait être aussi soudaine que la faveur, et une simple perte d'intérêt suffisait à replonger dans l'anonymat ou à conduire à la revente. La valeur d'une femme n'était jamais liée à son mérite ou à sa personnalité, mais uniquement à la perception de sa beauté et à son utilité sexuelle. Le destin de celle qui recouvrait une forme de liberté illustre encore la cruauté de ce système. Certaines furent affranchies après des années de service, mais la liberté ne signifiait pas réintégration. Beaucoup portaient des traumatismes profonds, incapables de construire des relations saines ou de se voir autrement que comme des instruments de plaisir. Leur identité, leur confiance, leur dignité avaient été détruites par des décennies de conditionnement. Elles survivaient, mais comme des spectres marqués à jamais par leur passé. La justification religieuse continua de soutenir ce système jusqu'à une époque tardive. Les autorités produisirent des avis juridiques affirmant que maltraiter, vendre, voire tuer une esclave pouvait être licite dans certaines conditions. Ce discours, loin d'être marginal, constituait une caution spirituelle qui permettait à la société de continuer sans remise en question. La violence devenait normalité, le crime se transformait en vertu. Avec le temps, les bouleversements internationaux accentuèrent encore cette mécanique. Au XIXe siècle, par exemple, l'expulsion des Circassiens par la Russie entraîna l'arrivée massive de femmes réfugiées dans l'Empire ottoman. Mais au lieu d'y trouver protection, beaucoup furent réduites en esclavage. Les observateurs britanniques de l'époque notèrent que la chair blanche n'avait jamais été aussi bon marché, certaines femmes autrefois vendues 100 livres sterling étant bradées pour 5 seulement. Cette déchéance économique illustrait à quel point le marché s'était adapté aux circonstances, transformant des drames humains en opportunités commerciales. Ce système ne fut pas un accident de l'histoire. Il s'inscrivit dans la logique de gouvernance impériale, servant à renforcer les hiérarchies sociales, à fournir une main-d'œuvre et à satisfaire les élites. Pendant des siècles, il fonctionna comme une machine bien huilée, alimentée par des guerres, des raids et des réseaux marchands sophistiqués. Les hurlements dans les campagnes pillées, les pleurs des mères, les files interminables de captives enchaînées, tout cela faisait partie du quotidien impérial. Lorsque l'Empire ottoman s'effondra en 1922, cette institution disparut officiellement, mais son héritage resta vivant dans les mémoires, dans les cicatrices psychologiques transmises de génération en génération et dans les archives qui témoignent encore aujourd'hui de cette barbarie. Ces documents, soigneusement conservés, rappellent que derrière les façades majestueuses de la civilisation, l'humanité est parfois capable du pire. Raconter ces histoires, ce n'est pas seulement regarder en arrière. C'est aussi comprendre que la grandeur d'un empire peut masquer ses crimes les plus sombres. Derrière les dômes scintillants et les victoires militaires, il y eut des vies brisées, des enfances volées et des générations de femmes réduites au silence. Les harems, les marchés, les registres ne sont pas des légendes. Ils sont la preuve matérielle d'un système qui transforma l'exploitation sexuelle et la domination en institution. L'histoire la plus douloureuse est souvent celle qui reste cachée. Mais elle mérite d'être dite, car elle éclaire non seulement le passé, mais aussi les dangers toujours présents de la déshumanisation. Chaque nom perdu, chaque visage effacé nous rappelle que la civilisation ne se mesure pas à la beauté de ses palais, mais au respect qu'elle accorde à la dignité humaine.